Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Rencontre. Les dernières données publiées par le Bureau national des statistiques révèlent que le PIB chinois a dépassé les 140 000 milliards de yuan en 2025, enregistrant une croissance de 5% en glissement annuel, réalisant ainsi une progression stable et positive, malgré un environnement extérieur complexe. Pendant la même période, les importations et exportations ont connu une 9e année consécutive de croissance avec une structure commerciale présentant de nouvelles caractéristiques, innovation, écologie et diversification. Cependant, l'augmentation du surplus commercial suscite également l'attention internationale. Pour décrypter ces données, nous recevons aujourd'hui M. Ding Yifan, chercheur à l'Institut de gouvernance mondiale et de développement de l'Université Renmin de Chine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Alors, en 2025, dans un contexte de forte turbulence externe, l'économie chinoise a quand même réalisé une croissance de 5% et dépassé les 140 000 milliards de PIB. Comment évaluez-vous ce bilan ? Bon, il faut dire que le bilan est très positif dans un contexte international un peu compliqué, mais aussi dans une situation intérieure aussi très compliquée. Non, tout de même, on a réussi à maintenir le rythme de la croissance, mais avec une décroissance par semestre. Cela veut dire qu'au début de l'année, le taux de croissance était supérieur, alors qu'à la fin de l'année, le dynamisme de la croissance s'était un peu atténué. Qu'est-ce qui explique ce ralentissement trimestriel ? Il faut regarder les choses telles quelles. Car au début de l'année, pour stimuler un peu la consommation intérieure, le gouvernement a pris toute une série de mesures pour subventionner la consommation intérieure. Par exemple, on a proposé une espèce de rechange des équipements, des appareils, disons, électroniques ou électriques, etc., avec une subvention de l'État. C'est-à-dire que si vous voulez changer de voiture, si vous achetez une nouvelle voiture électrique ou pas, etc., vous bénéficiez d'une réduction de taxes sur l'achat de votre véhicule, etc. Il y a toute une gamme de produits de consommation qui bénéficiaient de ce genre de subvention de l'État. Donc, du coup, ça a stimulé, ça a dopé la consommation intérieure. C'est pour ça que le deuxième, troisième semestre. Et à la fin de l'année, on commence à réduire un peu cela, pensant qu'il y aura suffisamment de stimulants dans l'économie. Et donc, mais, paradoxalement, le quatrième semestre n'était pas aussi robuste que les trois précédents. C'est pour ça que si le quatrième semestre, on pouvait maintenir la dynamique de la croissance, on aurait pu avoir un taux de croissance légèrement supérieur. À part les subventions, il y a d'autres raisons ? Il y a aussi, bien sûr, les effets du protectionnisme. Voilà, en gros, l'exportation chinoise a été un facteur positif pour la croissance de l'économie chinoise, car en tout, l'exportation chinoise a contribué au moins à 1 point de pourcentage de croissance de l'économie chinoise, sinon plus. Et heureusement, l'économie mondiale est en train d'être reprise malgré toutes sortes d'interférences du pouvoir politique, surtout l'interférence de tarifs de droits de douane causés par le président Donald Trump. Ça a bouleversé un peu le commerce international, ça a créé beaucoup d'incertitudes dans le marché, surtout dans l'approvisionnement de la chaîne de production et de valeur. Tout cela a eu des effets négatifs sur le commerce national, donc sur l'exportation chinoise.
Mais de toute façon, sur toute l'année, on a réalisé une croissance de 5%. Et selon vous, quels domaines ou quels secteurs qui ont le plus contribué à cette croissance de 5%? Comme vous avez mentionné tout à l'heure, la croissance chinoise est marquée par quelques caractéristiques nouvelles, telles que les innovations technologiques. Par exemple, si on regarde la structure de l'exportation chinoise, par exemple, les produits les plus favoris par les marchés internationaux sont les véhicules électriques, les équipements de l'énergie renouvelable, les batteries, etc., etc. Donc, ce sont des équipements avec une valeur ajoutée beaucoup plus importante que par le passé. Par le passé, la Chine avait l'habitude d'exporter des produits de consommation, mais des produits de consommation avaient des valeurs ajoutées beaucoup moins importantes que les équipements ou les véhicules électriques, etc. Et tout cela signifie que finalement, il n'y a pas seulement un progrès dans la croissance de l'exploitation, dans la croissance de PIB chinois, mais aussi il y a un progrès de la qualité de la croissance et des bénéfices. En fait, dans un contexte de montée du protectionnisme, les importations et les exportations chinoises ont connu une 9e année consécutive de croissance, avec notamment une hausse des exportations de 6,1%. Et selon vous, quels sont les fondements de cette compétitivité de la Chine? C'est parce que la Chine avait fait appliquer toutes sortes de nouvelles technologies dans la chaîne de valeur, donc dans la chaîne de production. Si j'ai fait une enquête tout dernièrement dans le Zhejiang et dans le Jiangsu. J'étais à Hangzhou, à Ningbo, j'étais à Wuxi, à Suzhou, etc. J'ai vu que les secteurs industriels, de tout secteur, les industries ont été digitalisées. Ils ont introduit beaucoup de technologies nouvelles, en particulier en s'appuyant sur le développement de l'intelligence artificielle, par exemple, pour rendre leur travail beaucoup plus sophistiqué, plus automatisé, plus standardisé, etc. Tout cela a relevé le niveau et la qualité des produits chinois, des produits à exportation. Donc, ce sont des produits de très bonne qualité qui ont une très grande compétitivité sur le marché international. Donc ceci a favorisé l'exportation chinoise. Mais intérieurement, il y a aussi une dynamique dans le marché financier. Si vous regardez, surtout à la fin de l'année dernière, au début de cette année, il y a un investissement massif de portefeuille, surtout il y a une entrée massive de capitaux internationaux qui visent le marché chinois. Bien sûr, le compte des capitaux en Chine n'est pas complètement ouvert, mais tout de même, il y a des capitaux qui sont entrés sur le marché chinois par le biais de Hong Kong, par exemple. Et tout cela a d'une certaine manière dopé le marché financier chinois. Et le boom sur le marché financier a aussi donné un peu de certitude et de confiance aux consommateurs. Du coup, la consommation commence à monter légèrement. Et pourtant, la vigueur des exportations a entraîné un surplus commercial important, suscitant une attention particulière à l'échelle internationale. Comment analysez-vous ce phénomène de manière globale? Le chiffre en soi est impressionnant et très important, etc., etc. Mais si on regarde le pourcentage, la proportion de l'exportation chinoise par rapport à son PIB, c'est pas très important. C'est marginal, c'est vraiment pas. En fait, le pourcentage de l'exportation chinoise par rapport à son PIB est inférieur à celui de la France ou de l'Allemagne. La Chine a été accusée de s'appuyer sur l'exportation de sa surcapacité dans le monde. Mais en fait, si on regarde
le pourcentage de son exportation par rapport à son PIB, eh bien, c'est très peu. C'est très peu. En fait, l'exportation par rapport à son PIB est quelque chose comme 18 et quelques pourcents. C'est pas énorme. La France, c'est plus de 30%. L'Allemagne, c'est avoisinant de 38-40%. C'est beaucoup plus que la Chine. Donc la Chine, structurellement parlant, n'a pas une économie... Son secteur est compétitif. Son secteur de l'exportation est compétitif, mais proportionnellement, elle n'exporte pas plus que les Européennes. Si on regarde l'exportation de l'industrie européenne dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de voitures, automobiles, etc., l'Allemagne exporte, je sais pas, 5 fois en termes absolus le nombre de voitures sur le marché mondial que le nombre de voitures chinoises sur le marché mondial, par exemple. En fait, depuis ces dernières années, la Chine a exporté beaucoup de véhicules électriques dans le monde. Mais proportionnellement, la Chine n'exporte qu'un sixième de véhicules électriques sur le marché mondial. Elle consomme à peu près 5 sixièmes. Donc la grande majorité de la production des véhicules électriques est consommée ici sur place, en Chine même. La Chine n'exporte qu'un sixième, alors que l'Allemagne exporte à peu près plus de 48% de sa production automobile sur le monde. Et ils vendent seulement un peu plus de la moitié de voitures sur l'Europe. Pas seulement en Allemagne, mais sur l'Europe. Surtout le marché européen. La consommation des automobiles allemandes sur le marché européen ne représente que la moitié de production allemande. Donc l'industrie automobile allemande exporte à peu près la moitié de sa production vers le monde. Donc proportionnellement, la Chine n'exporte pas beaucoup. Le 19 janvier, le Fonds monétaire international a publié sa mise à jour de son rapport sur les perspectives économiques mondiales, révisant à la hausse sa prévision de croissance économique pour la Chine en 2026 par rapport à ses estimations en octobre dernier. Selon vous, sur quels éléments se fonde cette révision à la hausse ? Bon, en fait, c'est la pratique. C'est la réalité, car le FMI, ils ont évalué aussi le dynamisme de la croissance chinoise depuis ces derniers mois. En fait, depuis ces derniers mois, de plus en plus, la croissance chinoise est soutenue par le développement des secteurs de pointe, des secteurs technologiques. Donc, ce sont des secteurs qui sont appelés à se développer encore plus rapidement cette année, en 2026, que par rapport à l'année dernière, en 2025. Donc, de ce point de vue, donc, ils ont révisé le taux de croissance de l'économie chinoise vers la hausse. C'est parce qu'il y a un peu plus de dynamisme. D'autant plus que la Chine est en train de développer le secteur de l'intelligence artificielle. Et dans le secteur de IA en Chine, la mise en application de software, des logiciels de IA dans les secteurs industriels ou dans les services est en fait un peu plus rapide qu'aux États-Unis. Ce qui prouve que finalement le développement de l'intelligence artificielle en Chine pourrait aboutir à des résultats plus concrets, des bénéfices, c'est-à-dire que ça pourrait générer des bénéfices à des entreprises industrielles, à des entreprises de services, etc. Donc, cela va aboutir à une élévation du taux de productivité. Du coup, la base de la croissance du PIB en Chine. Et justement, les données commerciales mettent en lumière le développement vigoureux du commerce des produits liés à l'intelligence artificielle et la force d'innovation des entreprises privées. Selon vous, que révèle cette tendance sur l'évolution de la chaîne industrielle et sur la structure commerciale de la Chine ? En fait, si on regarde la structure commerciale de la Chine,
les produits exportés sont de meilleure qualité et plus sophistiqués, avec une valeur ajoutée beaucoup plus forte. C'est ce que j'ai constaté, c'est-à-dire en rendant visite à des entreprises dans le Jiangsu et dans le Zhejiang, à Hangzhou, à Changzhou, à Suzhou, j'ai vu des entreprises qui ont vraiment amélioré la qualité, la standardisation de leur production. Beaucoup de ces entreprises sont devenues ce qu'on appelle des usines noires, c'est-à-dire ils sont tellement automatisés qu'ils n'ont plus besoin d'élimination de leur atelier pour la production industrielle. Donc du coup, les produits sont standardisés, de meilleure qualité, etc. Donc du coup, ça a un meilleur rapport prix-qualité sur le marché international. Et la part des partenaires de la ceinture et la route dans le commerce extérieur a atteint 51% et le commerce Chine-Europe reste solide. En quoi ces évolutions renforcent-elles la position stratégique de la Chine au sein de sa structure commerciale mondiale? Cela veut dire que le commerce international chinois est devenu plus résilient. On a ouvert beaucoup plus de nouveaux marchés dans le monde. Avant, l'exportation chinoise visait principalement le marché européen, le marché américain. Et depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, déjà pendant son premier mandat, il essaie d'utiliser cette arme de droit de douane pour étouffer l'industrialisation de la Chine. En fait, il a déjà échoué pendant son premier mandat et maintenant il recommence ses tentatives avec le droit de douane, mais finalement, je pense que d'une certaine manière, il s'est brûlé les doigts. Car, en fait, depuis le début ou depuis l'année dernière, il a essayé à plusieurs reprises de taxer les produits chinois, mais finalement, ça n'a pas servi à ralentir l'exportation chinoise vers le marché américain. Dans la deuxième moitié de l'année dernière, de 2025, il y a une légère baisse de l'exportation chinoise vers les États-Unis, mais en tout, l'exportation chinoise a connu un taux de croissance important. Plus de 6%, vous avez mentionné. C'est très important car la Chine a ouvert de nouveaux marchés. Donc la Chine a exporté beaucoup plus vers d'autres pays, surtout vers les pays dits de ceinture de route. Le commerce international de Chine avec ces pays de ceinture route maintenant atteint à peu près la moitié de l'exportation chinoise, et ce qui rend l'exportation chinoise beaucoup plus résiliente en dépit du protectionnisme des États-Unis, ou voire même d'un certain retour au protectionnisme même à l'Union européenne. Et d'autre part, quels sont les impacts concrets de ces évolutions sur la vie quotidienne des citoyens chinois? Là aussi, je pense que comme la Chine importe de plus en plus de produits de l'extérieur, avec la foi d'importation tous les ans maintenant, les consommateurs chinois ont accès à des produits étrangers de meilleure qualité, et à des produits étrangers sophistiqués. Maintenant, le marché chinois est devenu un marché très compétitif et très attractif. Et en fait, on a accès à des produits de bonne qualité de plus en plus facilement en Chine, avec des prix très compétitifs aussi. Car la Chine, contrairement aux États-Unis, la Chine n'a pas relevé le taux de douane. Donc en fait, les consommateurs chinois achètent des produits étrangers très bon marché maintenant. Surtout, on laisse la monnaie chinoise, le renminbi, à fluctuer, donc ça tend à révaluer contre le dollar d'une certaine manière.
Et ça aussi, ça facilite aussi l'achat des produits étrangers en Chine. Et je pense que cette tendance va continuer dans les années à venir. Cette année, on commence la première année du 15e plan quinquennal. Et dans les 5 ans à venir, à mesure que la monnaie chinoise s'apprécie, donc le pouvoir d'achat des consommateurs chinois va se renforcer. Et les consommateurs vont acheter un peu plus de produits étrangers. Et malgré tous ces résultats très encourageants, le développement économique fait toujours face à d'anciens problèmes et à de nouveaux défis. Selon vous, quels sont les risques dont il faut se prémunir en priorité? C'est le marché immobilier, car il faut reconnaître qu'il faut faire attention. Pour le moment, il y a encore le prix immobilier dans un certain nombre de villes continue à décliner. Donc ça crée des risques de mauvaises échéances, de créances douteuses, etc., etc. Et donc il faudrait éliminer tout cela pour rétablir d'abord l'équilibre du marché immobilier. Ça prendra probablement 1 an. Ça va prendre 1 an ou 1 an et demi pour que le marché soit complètement stabilisé. Puis, pendant le temps, on va essayer d'éliminer ou de recréer des problèmes de mauvaises dettes, quoi. Et pour rendre le système financier sain et pour, disons, d'une certaine manière, écarter ces mauvaises créances des biens sains des banques ou des institutions financières pour qu'elles commencent à remarcher, à fonctionner. Maintenant, avec le développement des secteurs nouveaux, surtout de technologies liées à l'intelligence artificielle, etc., on a déjà assisté à un redémarrage de la machine financière. Les banques commencent à prêter ces entreprises innovantes dans le secteur de l'industrie innovante ou de l'industrie technologique, etc. Ça va soutenir un peu la croissance cette année de 2026. Avez-vous des suggestions pour le développement de ce secteur? Bon, il faut accélérer un peu le pas de remise en ordre de la finance publique des autorités locales pour que l'accumulation des mauvaises créances au niveau des entreprises liées aux autorités locales ne soit pas un obstacle au redémarrage de l'investissement dans d'autres secteurs, etc. Et là aussi, il faudrait systématiquement travailler sur les institutions de construction immobilière pour garder les meilleurs et puis essayer de résoudre le problème de ces mauvaises créances dans ces entreprises immobilières, car il y en a aussi qui vont faire faillite, qui vont être forcés d'être fermés, etc., en laissant place aux bonnes entreprises immobilières. Et en matière de consommation et d'investissement, quelles nouvelles mesures la Chine pourrait-elle prendre pour faire face à de nouveaux défis? En fait, si on regarde la finance publique du gouvernement chinois, encore le gouvernement central a encore des moyens, encore des balles dans sa réserve. Du coup, pour la subvention à la consommation, l'État dispose encore des atouts pour la stimulation de la consommation, surtout de la population rurale. L'État a encore des moyens, etc. Il suffit de subventionner un peu légèrement la population rurale pour que la consommation de masse reparte aussi sur un bon pied.
Et selon vous, quel nouveau moteur, le développement de la nouvelle force productive de qualité, apporte-t-elle à la croissance économique? Ça apporte, bien sûr, ça favorise, parce que ça élève le taux de productivité, donc ça rend la production beaucoup plus efficace. Mais le corollaire de cela, c'est qu'il y a un risque de chômage en augmentation aussi. Car avec l'application de plus en plus de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs, forcément, et on va élever le niveau de la productivité, mais en parallèle, il y aura beaucoup moins d'emplois. Bon, on va essayer de supprimer des emplois un peu redondants pour laisser un peu de place à la machine. Et tout cela va exercer une pression sur le marché du travail. Et on sent déjà un courant froid en provenance de la généralisation de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs. Mais la nouvelle technologie pourrait également créer de nouvelles opportunités. Bien sûr. Donc il faut encourager que les gens s'adaptent à l'utilisation des moyens modernes, de production, de vie, de services, etc. Heureusement, généralement parlant, les Chinois aiment les nouveautés, les gadgets, quelquefois. Ils sont assez curieux. Donc, oui, ils sont très curieux. Donc, du coup, je pense qu'ils vont s'adapter assez facilement au développement de l'intelligence artificielle ou à des instruments qui sont munis par le développement de l'intelligence artificielle. Et comment anticipez-vous l'évolution des relations commerciales et d'investissement entre la Chine et ses principaux partenaires tels que les États-Unis, l'Union européenne et l'ASEAN? Cela dépend aussi du jeu entre les grandes puissances, en quelque sorte. Regardez les relations difficiles entre les États-Unis et l'Europe, l'Union européenne. Aujourd'hui, sur la question de Groenland, en fait, les États-Unis, avec le président Donald Trump, ils veulent reprendre Groenland, ils veulent à tout prix mettre la main sur Groenland. Ceci constitue un conflit majeur entre l'Union européenne et les États-Unis. Et la conséquence de ce conflit est grave dans le domaine commercial. Car vis-à-vis des pays européens, vis-à-vis des 8 pays européens qui s'opposent ardemment à l'acquisition de Groenland par les États-Unis, a provoqué une riposte violente du président Donald Trump. Il menace de relever le taux de douane contre 8 pays européens qui s'opposent à la décision américaine. Et ça va entraîner aussi des conséquences graves sur le marché international. Ça rend la situation incertaine. Et puis, en plus, comme le commerce international aujourd'hui est très intériorisé par tous les pays du monde, parce que le commerce international aujourd'hui n'est plus comme autrefois, basé sur l'échange des produits finis. Aujourd'hui, le commerce international est basé sur la chaîne de production, sur la chaîne de valeur. Et tout le monde est impliqué d'une part ou d'une autre. Donc cette incertitude va créer beaucoup d'obstacles au fonctionnement de cette chaîne de valeur. Bien, ça va forcer les entreprises multinationales à faire des choix difficiles, à se déplacer, etc. Tout cela va créer un désordre sur le marché international. Donc ça va déranger l'investissement et le commerce international. Merci M. Ding, merci pour vos analyses. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.